Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le débriefing de ce Grand Prix de Russie de Formule 1. Voilà, je ne pensais pas vous dire ce genre de phrase, mais bon Dieu, on vient d'avoir un Grand Prix de Russie très sympathique. Donc ça, franchement, c'était plutôt chouette. La 100e victoire, on y est, parce que ça fait quand même un bail qu'on attendait cela. La 100e victoire de Lewis Hamilton, la 99e, c'était à Silverstone. La 100e arrive donc à Sochi, après un Grand Prix de Russie qui a été, ma foi, fort animé, ce qui n'était pas tout à fait prévu, mais la pluie est venue remettre un petit peu voilà, il va venir mettre un petit peu de sel là-dedans. Max Verstappen termine quand même deuxième alors qu'il s'est lancé de la 20e place. Carlos Sainz termine troisième sur le podium avec Ferrari. Salut tout le monde dans le chat qui vient de nous rejoindre. Ça va très très bien après ce très joli Grand Prix. J'espère que vous allez bien. Également, si vous découvrez évidemment ces débriefings, que ce soit sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, rassurez-vous, on fait la course des 20 pilotes dans leur ordre d'arrivée. Donc on parlera bien sûr de Lando Norris qui a mené bien longuement évidemment cette épreuve et qui se fait piéger à la fin malheureusement à cause de l'averse. Mais commençons par Lewis Hamilton, sa 100e victoire en Formule 1. C'est un chiffre, il faut je pense quand même prendre quelques instants parce qu'évidemment il y a eu pas mal de désillusions sur les réseaux sociaux et ce genre de choses suite à ce chiffre incroyable, mais franchement c'est incroyable. 100 victoires en Formule 1, je pense quand même qu'il faut se rendre compte de l'incroyable réussite que cela est tout simplement. On avait vu, pour ceux de ma génération, on a vu Michael Schumacher remporter son 91e Grand Prix en Formule 1. C'était en Chine en 2006. On se dit, bon voilà, 91, là c'est un chiffre, on ne verra pas ça de sitôt. Maintenant on arrive à 100 et c'est 100 pour le moment pour Lewis Hamilton qui va au moins poursuivre pendant 2 saisons et qui du coup va pouvoir encore porter ce chiffre bien loin. Donc à mon avis, ça risque d'être encore un record très difficile à aller chercher, mais les records sont faits pour être battus, et peut-être que dans 10-15 ans, on vous parlera d'un nouveau phénomène qui aura été le premier à 120 victoires, ou ce genre de choses. On verra évidemment comment ça va se passer, mais déjà, donc bravo à Lewis Hamilton pour cette 100e victoire. Il a piloté aujourd'hui, je trouve, d'une manière très, très calme, très sereine, et c'est un petit peu étonnant par rapport à ce qu'on avait vu, bien sûr, avec Lewis Hamilton hier. Parce qu'hier, il n'était pas dedans du tout, et même si on prend vendredi, où il envoie son mécano, son préposé au cric à l'avant, par terre. Et puis hier, des erreurs un petit peu en pagaille, quoi. C'était assez étonnant, cette erreur en rentrant au stand, le tête à queue dans le dernier tour de Q3, et du coup, il se qualifie en 4ème position, ce qui était, globalement, il était parti pour un week-end assez décevant pour Lewis Hamilton, et je pense que chez Mercedes, on va peut-être même commencer à contempler la possibilité de le faire partir en fond de peloton, puisque de toute façon, Verstappen y était déjà. Finalement, ils ont donc fait prendre cette pénalité moteur à Valtteri Bottas. On nous dit que le moteur a été assez endommagé quand même, donc bon, ce ne serait pas de la stratégie pour entraver la remontée de Verstappen, ça je ne suis pas sûr que ce soit totalement le cas, mais on va donner le bénéfice du doute à Mercedes sur ce coup-là, mais vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est revenu, je trouve, vraiment dans le côté Lewis Hamilton qu'on connaît, très analytique aussi pendant la course, où il dit notamment il faut faire l'undercut sur Ricciardo. C'est lui qui essaie de prendre un petit peu les rênes sur la stratégie. Mercedes est un petit peu plus passif, ce qui est assez étonnant, mais je pense que Mercedes était vraiment focalisé sur ce que faisait Verstappen, et c'est vrai qu'en début de course, Verstappen remontait pas mal, puis ensuite il s'est trouvé un petit peu coincé, donc je sais pas, c'était un peu étonnant ce qui s'est passé chez Mercedes, mais une fois qu'il a fait son arrêt, c'est quand même là, il faut quand même pas se le cacher, la Mercedes et aussi la Red Bull, mais principalement Mercedes, avait quand même un écart par rapport au reste du peloton qui était assez élevé. Les écarts étaient très élevés vendredi, au niveau du peloton, donc qu'Hamilton revienne si fort sur Norris, ça m'a pas tout à fait surpris, mais bon, une fois qu'il arrive derrière Norris à 8-9 dixièmes, une seconde, il n'arrivait pas à le dépasser, parce qu'on a vu ça avec Ricciardo pendant tout le début de course. Cette McLaren est diabolique en ligne droite, et du coup, même avec le DRS, derrière, Hamilton ne pouvait pas faire grand-chose. Donc forcément, on se disait quand même comment est-ce qu'il allait devoir faire pour pouvoir dépasser Lando Norris et remporter ce Grand Prix. Et finalement, la pluie est venue l'aider en fin de course, en fait. C'est bien joué, c'est malin évidemment de l'avoir fait s'arrêter au stand à quelques encablures comme ça de l'arrivée. C'est évidemment le bon choix quand on y repense maintenant. La décision était beaucoup plus simple à prendre pour Mercedes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la course, Hamilton est deuxième. Ça fait 15 tours ou 10 tours qu'il est derrière Norris et qu'il ne peut rien tenter, parce que soyons francs, il n'a jamais réellement été proche de Lando Norris. Peut-être aussi qu'il y avait un petit côté j'assure, puisque de toute façon, pour le championnat, c'était très bien, il reprenait 2 gros points à Max Verstappen. Mais du coup, on avait Hamilton qui n'a rien pu tenter. Il avait, je crois, à ce moment-là, quasiment 40 secondes d'avance sur le troisième. Enfin, c'était vraiment, Norris et Hamilton étaient sur leur planète absolument.
Et en plus, l'écart a augmenté quand la pluie a commencé à venir. Donc vraiment, c'était même les deux qui étaient les meilleurs pour gérer ces conditions changeantes. À ce moment-là, Hamilton, il a un arrêt, c'est quasiment un arrêt et demi gratuit. Et tu te dis, bon, il reste suffisamment peu de tours. C'est pas compliqué. S'il s'arrête Hamilton, et qu'il pleut pas tant que ça, c'est pas grave, parce que les pneus intermédiaires peuvent quand même gérer sur cette piste un peu grasse, un peu, voilà. Donc, il allait pas perdre des secondes par pelleté. S'il s'arrête et qu'il pleut, ben, il gagne le Grand Prix, parce que si on reste en slick, il n'y a aucun risque. Donc, c'était la solution facile pour Lewis Hamilton, mais il fallait encore prendre la décision, rentrer au stand, faire l'arrêt, tout ça. Et donc voilà, c'est pas non plus, je dis pas ça pour enlever l'éclat de ce centième succès de Lewis Hamilton, mais il allait la chercher tout simplement celle-là. Et belle course finalement d'Hamilton sur un week-end où il fallait reprendre de très très gros points à Max Verstappen. Bon, finalement, manque de bol. Il ne reprend que 7. Parce que Verstappen a fait quand même une sacrée course, parti 20ème, arrivé 2ème. Ça, c'est du très rare. Évidemment, j'ai bien aimé au début, donc Verstappen, ça remontait. Bon, on va pas se le cacher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Mercedes nous confirme, voilà, Bottas. Bottas, c'était un problème moteur. Voilà, on n'a pas fait ça pour bloquer Verstappen. Mais je pense quand même qu'ils auraient préféré que Verstappen reste bloqué plus de 6 tours. Je reparlerai tout à l'heure quand j'évoquerai Valtteri Bottas. Mais bon, Verstappen a été quand même assez incisif sur ses dépassements, parce qu'il faut dire, il venait d'assez loin à chaque fois. Donc, il a quand même pris un peu de risque. Il a fait ce qu'il fallait pour remonter. Et puis, il y a eu ce milieu de course, le début du deuxième relais, qui était, ma foi... qui était un peu poussif. Il y a eu des tours en 1,42 pour Verstappen, donc on comprenait pas trop pourquoi il se retrouvait aussi loin. Il s'est fait dépasser par Alonso, il était plus vraiment dans le rythme, alors je sais pas ce qui se passait avec sa voiture. On rappelle qu'il y a eu un petit souci de batterie dans le tour de formation, donc peut-être que des petits soucis moteurs sont revenus, mais en tout cas, voilà, on le sentait vraiment pas top, et c'est à ce moment-là où chez Mercedes on devait se dire que ça commençait à sentir très bon, parce que Verstappen n'était vraiment plus complètement dans le rythme. Et puis finalement, ils font ce changement de pneus en toute fin de course, ils le font eux à 5 tours de l'arrivée, et puis ça lui a permis de vraiment faire tout ce qu'il fallait. Il était aussi dans cette situation où il devait vraiment être un peu plus agressif. Merci Darkangeli pour l'abonnement avec ton 10e mois, merci beaucoup, ça va super, j'espère que toi aussi. Mais voilà, il a pris risque, ça a payé finalement, il termine 2ème, parce que devant, ça a tardé évidemment pour s'arrêter. Je pense que on en reparlera avec Norris, mais je pense que la décision était quand même pas si facile à prendre. Alors évidemment, vous voyez la gueule du déluge, vous me dites, faut être complètement con pour pas passer les intermédiaires. Le déluge était vraiment pas certain encore. Donc voilà, moi je pense quand même que c'était couillu de s'arrêter aussitôt, mais ça a très bien marché pour Verstappen et pour Red Bull. Il limite totalement la casse. Je veux dire, c'est honnêtement... Alors le meilleur résultat possible, évidemment, dans une situation où il part dernier à cause d'un changement de moteur, c'est qu'il gagne la course. Et Hamilton ne finit pas, évidemment. Mais on est quand même sur l'un des scénarios les meilleurs pour Max Verstappen. C'est-à-dire que il part 16 places derrière son rival au championnat, il finit une place derrière. C'est absolument parfait. Ça lui permet de n'avoir que 2 points de retard maintenant sur Lewis Hamilton. Donc vraiment, il a été très efficace aujourd'hui, Max Verstappen. Et il a encore confirmé que ça va être une lutte sans merci entre les deux jusqu'à la fin de la saison. Et je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à la suivre. Et j'espère que vous aussi. En tout cas, Max Verstappen, superbe. Très très beau Grand Prix de Verstappen. Et donc, ma 2e place, un peu de réussite, c'est toujours ce qu'il faut aussi en sport auto. Et ça a très bien marché aujourd'hui pour Verstappen et pour Red Bull. Carlos Sainz qui termine 3ème. Ça aussi, Sainz, c'est l'une des belles satisfactions de ce Grand Prix. Lui aussi, il s'arrête au bon moment pour chausser les gommes intermédiaires. C'est l'un des premiers à s'arrêter. On se disait à ce moment-là, tiens, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça ? Bah oui, c'était tout à fait utile, vraiment, pour Carlos Sainz. Et voilà, il a pu remonter. Alors évidemment, bon, je pense quand même que la Ferrari... c'est-à-dire que la Ferrari est une bonne voiture dans des conditions parfaites où les pneus ne sont pas trop usés et où on a de l'air frais vraiment sur l'aileron avant, où on n'est pas dans la turbulence. Je pense vraiment que la Ferrari est une voiture redoutable dans ces conditions. Maintenant, on a juste eu la chance de le voir avec Leclerc à Silverstone et avec Sainz ici qui a pris la tête au départ. Très beau départ d'ailleurs de Carlos Sainz. Enfin, il rate, c'est un petit peu la particularité de Sochi, c'est-à-dire qu'il rate son envol initial et le début de l'accélération, puis il remonte et il arrive à prendre la tête parce que il remonte... Il remonte grâce à l'aspiration. D'ailleurs, un départ complètement fou. Mais de tout le monde. Là, je parle vraiment au général. Mais donc voilà, il mène quand même pendant 13 tours, pendant 12 tours et demi.
Et puis voilà, bon, il y a un arrêt un peu lent, ça c'est vraiment dommage quand c'est au 14e tour, mais c'est vrai qu'on voit quand même que la Ferrari a un petit peu de mal à gérer ses gommes, je pense. L'arrêt est un petit peu lent à l'arrière gauche, heureusement, avec l'undercut qui est assez efficace, bon, il peut se retrouver pas trop mal. Après voilà, c'était vraiment pas simple hein, pour Carlos Sainz ce Grand Prix, et je trouve qu'il est bien récompensé avec cette troisième place, qui vient encore une fois, je vous rappelle, grâce à cette pluie, mais bon, rappelez-vous du Grand Prix de Belgique à Sport 2008, c'est la même chose, hein, on est dans les mêmes conditions, même si il pleut un peu moins, et c'est toute fin de course, les pilotes qui sont chaussés l'intermédiaire, comme Heidfeld, comme Alonso, qui tirent les marrons du feu, bah là c'est un peu pareil pour Sainz, pour Verstappen, pour ce genre de pilotes qui se sont arrêtés assez tôt, mais c'est bien, c'est-à-dire que vraiment Carlos Sainz, il continue de prouver en fait tous les week-ends quasiment que c'est le bon choix pour Ferrari, c'est-à-dire que quand Leclerc n'est pas là, ou Leclerc a une pénalité, ou ceci ou cela, ben, le Sainz va dire ok, pas de souci, je prends les rênes, il n'y a pas de problème, et je vais faire une belle perf en qualif, une belle perf en course, et on va pouvoir s'arranger comme ça. Et donc, c'est quelqu'un de diablement efficace pour cette équipe, Carlos Sainz. Je pense que chez Red Bull, on doit quand même un peu le regretter, parce que on rappelle, voilà, on le prête chez Renault fin 2017, puis il fait 2018 chez Renault, et puis ensuite il part chez McLaren. Bon, voilà, peut-être aux côtés de Max Verstappen, dans l'écurie mère, peut-être que ça aurait pu mieux se passer, mais bon, ça ne veut pas non plus dire que voilà, hein, on sait que la deuxième Red Bull, c'est pas une voiture facile à piloter, donc sans doute que Sainz n'aurait pas fait non plus des performances aussi étincelantes que chez McLaren ou chez Ferrari, mais il se fait une jolie carrière, Carlos Sainz, en dehors de Red Bull, et je pense que voilà, les meilleures années sont encore à venir pour lui, et ça fait plaisir, vraiment, de le voir terminer troisième aujourd'hui. Daniel Ricciardo quatrième, bah c'est chouette, hein, évidemment, il a fait le boulot, Ricciardo, et c'était fou de voir encore une fois les McLaren 1 et 2 pendant le début de course. Voilà, il a fait le boulot. Alors, il a fait le travail sans avoir un rythme extraordinaire, Daniel Ricciardo, on va pas se le cacher. Bien sûr, lui aussi, il se fait sauver évidemment par cet arrêt pour mettre les intermédiaires au 48e tour. Il a vraiment pas eu de chance avec un très mauvais arrêt au stand quand il s'arrête au 22e tour, mais il a tenu Hamilton derrière en fait, et il a un peu. Alors, je dirais pas qu'il a construit la possible victoire à ce moment-là de Lando Norris, parce qu'on a vu quand même que même si Hamilton revenait, voilà, bon, c'était compliqué, mais il a permis en fait de mettre McLaren dans les meilleures dispositions possibles, c'est-à-dire que à ce moment-là, ben, un tour de plus avec Hamilton derrière lui, c'est un tour de moins où Norris va devoir se défendre en fin de course s'il ne pleut pas, évidemment. Donc, tout ça, ça a été super important. Il n'avait pas un rythme extraordinaire non plus, mais on sent quand même que c'est un peu mieux pour Ricciardo. Je pense que le fait que les qualifications aient été sous la pluie hier l'ont un petit peu aidé, mais au moins, il a fait le travail pour McLaren. Il finit quatrième, il rapporte encore de gros points. Là où Ferrari fait 3, McLaren fait 4, et la lutte reste toujours bien à l'avantage pour l'instant de McLaren Mercedes pour la troisième place, donc ça fait vraiment plaisir pour Ricciardo. On sent qu'il se remet un petit peu vraiment vraiment en jambes depuis sa victoire à Monza. Maintenant, il va falloir confirmer sur un week-end clair. Alors bon, évidemment, on va avoir le week-end maintenant du Grand Prix de Turquie qui va arriver. C'est pas sûr, on sait que les conditions de piste là-bas sont pas forcément formidables, mais on va avoir voilà fin du mois d'octobre le Grand Prix des États-Unis, le Mexique, tout ça, c'est des grands prix qui risquent fort de se disputer sur piste sèche. Donc c'est là où on pourra vraiment jauger des progrès ou non de Daniel Ricciardo. Valtteri Bottas termine 5ème. Alors là, mea culpa, hein, bien sûr, parce que bon, Bottas, sa course, on est quand même passé un moment où il a dit allez, vas-y, Valtteri, tu peux terminer dans le top 5, go, go, go. 15 tours plus tard, il lui dire bon, Valtteri, écoute, commence à dépasser des gens si tu finis dans les points parce que c'est un enfer. Puis finalement, il fait top 5, donc ils ont eu raison chez Mercedes, bravo, ils ont bien vu cela. Valtteri Bottas termine bien 5ème, c'était l'un de ceux qui s'est arrêté les premiers pour chausser les pneus intermédiaires. Je peux plus être gentil avec Valtteri Bottas, je vais être franc, je vais être cru avec vous. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec Verstappen. À un moment donné, moi je trouve ça fou que voilà, on sait, Sochi c'est un circuit, il est difficile de le dépasser quand vous êtes dans un train de DRS. Vous avez des opportunités quand les pneus commencent à s'user, s'ils s'usent, parce que c'est pas toujours garanti en Russie, mais quand tout le monde a des pneus encore plus ou moins frais, c'est quasiment impossible de dépasser. Il se fait passer au 6ème tour, quoi. Il se fait passer au 6ème tour par Verstappen, sans montrer une once de défense, rien du tout. Je ne comprends plus, quoi. Même plus tard en course, je crois que c'est Leclerc qui le dépasse à un moment donné. Il bouge pas de sa trajectoire. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Les mecs qui font 15 mouvements, tout ça, qui freinent dans les zones fraîches, je trouve ça pas top. Mais montrer au moins qu'il y a une envie, qu'il y a quelque chose, quoi. Là, Bottas, il y avait rien. Il est comme ça. La moitié de l'épreuve, là où il se bat à 13-14e place, il se traîne le cul pendant des tours et des tours, c'était infernal. Il y avait encore une fois personne, et c'est son circuit en plus, hein. Sochi, c'est là où il est très bon. Mais là, il y avait absolument personne pour Bottas, donc c'est vrai que... Oui, alors je comprends, Manu, effectivement, ça peut être moteur des pas stratégiques. Après, encore une fois, voilà, bon...
on peut donner des indices et voilà, cacher un peu son jeu quand même. Donc moi, je suis pas... Voilà. Mais je pense quand même que Mercedes, à partir du moment où ils le font partir derrière, ils se disent, allez, il va pouvoir traîner, enfin, il va pouvoir un peu faire quelque chose avec Verstappen, quoi. Mais là, il n'en a rien à foutre. Il en avait rien à faire, donc Grand Prix, enfin... Il termine cinquième, c'est le truc le mieux payé du monde, parce que franchement, il méritait pas les points aujourd'hui, Valtteri Bottas, quoi. Il était nulle part, donc... vivement que ça se termine chez lui vivement que ça se termine pour lui chez Mercedes et qu'il puisse se reconstruire chez Alfa Romeo. On avait dit, ouais, on était vraiment très content de sa course en Italie. On avait voilà, sorti des mots comme quoi voilà, c'est incroyable. Valtteri Bottas qui revient maintenant, il est libéré depuis son nouveau contrat Alfa Romeo. Bah finalement, bon, bah, non, ça va pas changer des masses. On va retrouver le même Bottas. En fait, ce qui me gêne le plus avec lui, et c'est pas tant le fait qu'il est parfois pas de rythme ou ce genre de choses. C'est juste il est juste pas là quand les choses ne se passent pas extraordinairement bien. Il est très passif. Il regarde la course. C'est-à-dire qu'il roule, voilà, il conduit sa Mercedes et puis il regarde ce qui se passe autour de lui, mais sans peser, sans interagir sur la course. C'est ça qui me gêne un petit peu avec Valtteri Bottas. Peut-être que ça sera mieux l'an prochain avec Alfa Romeo. De toute façon, il va falloir que ce soit mieux parce que l'an prochain avec Alfa Romeo, je pense qu'il va se battre. Même si, allez, au mieux, si la voiture est bien née, il va se battre dans le devant du midfield. Donc il va devoir se battre. Donc à un moment donné, il va devoir retrouver l'instinct qu'il avait chez Williams, où il pouvait faire des belles batailles, parce que sinon, ça va pas le faire, hein, très clairement. Il a perdu, alors. C'est peut-être aussi un truc qu'on pourrait évoquer dans le Grand Prix mardi, mais c'est peut-être aussi... il s'est retrouvé dans une situation un peu de confort chez Mercedes, à disposer de la meilleure voiture, et d'être dans l'ombre d'un Lewis Hamilton impérial. Bah peut-être que ce confort fait qu'il a un peu, voilà, il s'est un peu reposé sur ses lauriers, il a un peu oublié le côté instinct, le côté tueur qu'il faut toujours avoir en Formule 1. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, il va falloir. C'est ça. On nous dit, il est cinquième, c'est mieux que Perez. Oui, mais bon, comme le dit Bryce Tiger, il profite d'être loin au moment où la pluie arrive, en fait, et qui est tellement à la ramasse, il pouvait s'arrêter avant même qu'il pleuve quasiment, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de souci. Sixième place. Oh là là, extraordinaire. Fernando Alonso. Non, parce que moi, vous voyez, bon, Norris, Hamilton, tout ça, c'est gentil, c'est sympathique. Mais à un moment donné, voilà, Fernando Alonso qui était troisième à un moment donné du Grand Prix. Quel dommage. J'ai commencé à y croire comme un con au podium. Hein. Je voyais que tout le monde s'arrêtait pour mettre les intermédiaires. Lui, il s'en sortait beaucoup mieux, vraiment, que Perez, notamment, dans les conditions un peu mixtes. Ah, je me suis dit, il pouvait finir sur le podium, le vieux Fernand, mais bon, c'est finalement sixième. Voilà, parce qu'ils ont ils ont attendu un petit peu pour s'arrêter. Là aussi, Alpine, c'était une situation difficile parce qu'eux, ils voyaient en fait un très bon résultat se profiler, potentiellement un podium, donc ils ne pouvaient pas le jeter par la fenêtre non plus, ce très bon résultat, donc ils étaient obligés d'attendre et de voir comment les conditions allaient évoluer. C'est pas comme d'autres pilotes qui ont pu s'arrêter beaucoup plus tôt, comme on l'évoquait ici avec Valtteri Bottas. Mais voilà, bien joué Fernando Alonso, encore une fois, super Grand Prix. Le départ, la tactique, mais ça, c'est un vieux roublard, Alonso, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que il a vu qu'il passerait pas le premier virage, il dit allez, c'est pas grave, hop, je coupe, on passe entre les trucs de polystyrène quand même pour que ce soit autorisé. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il a fait un peu ce que Sainz avait tenté de faire l'an dernier, mais Sainz il s'est écrasé dans le mur, donc lui il s'est très bien fait. Bon après évidemment il est un petit peu lent parce qu'il se retrouve mal mis pour le virage 3, mais voilà, c'était quand même un départ très sympa, et je crois que finalement voilà, il s'est retrouvé quand même avec il a gagné je crois une ou deux places quand même au départ. Bon après il se fait dépasser par Ricciardo, il passe sa vie dans le train de DRS, il était parti en dur aussi, et je pense vraiment que les pneus durs, on l'a vu, avaient quand même une longue période pour se mettre en jambes et pour se mettre en température, surtout au début de la course où la piste était encore assez verte. Plus la piste évoluait, plus les différences avec les gommes étaient un petit peu gommées justement. Mais voilà, Alonso a un premier relais qui est pas ouf, mais ensuite il remonte très bien. Et il fait un très beau Grand Prix, il s'est très bien débrouillé, il dépasse Max Verstappen. Enfin voilà, une Alpine qui dépasse une Red Bull à la régulière, c'est complètement fou. Donc super Grand Prix de Fernando Alonso, mais ça vous commencez à avoir l'habitude, ça fait 20 ans que je le dis, bien sûr, mais voilà, très content bien sûr de cette course de Fernando Alonso qui rapporte des points pour Alpine, c'est important. Bien évidemment, Lando Norris 7ème, voilà, l'histoire retiendra que Lando Norris termine donc 7ème de ce Grand Prix de Russie. Ça aurait dû être sa première victoire en Formule 1. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Première pole position hier dans des conditions très compliquées, mais voilà, il a très bien géré avec les pneus slick. Il passe Sainz et il fait un beau premier relais. Il va le plus loin possible et c'est vraiment très très chouette, bien sûr. Et puis ensuite, il arrive à tenir Hamilton, quoi. Donc vraiment, c'est
C'est incroyable. C'est incroyable de voir ce qu'il a fait aujourd'hui. Il l'a mérité définitivement, cette victoire. Après, c'est la course automobile, et la course automobile se fait principalement à l'extérieur. Vous avez des courses comme la Formule 1 à Londres où on est en intérieur, mais ici, principalement, le sport auto, malheureusement, c'est en extérieur, donc c'est soumis aux éléments. Et malheureusement, ici, ils ont joué, ils ont perdu. Alors oui, on aurait pu être un peu plus directif chez McLaren. Après, c'est compliqué aussi, parce que quand t'es chez McLaren et que tu te fais dire ferme ta gueule 3 fois dans le Grand Prix par ton pilote, c'est compliqué de vraiment taper du poing sur la table. Donc je peux comprendre. Maintenant, c'était vraiment très compliqué. C'était vraiment compliqué. Alors Norris dit que McLaren lui a pas assez dit que ça allait se dégrader. Seidel, le patron de l'équipe, a dit que McLaren a dû imposer sa stratégie. Oui, mais est-ce qu'ils avaient aussi les mêmes infos météo? Enfin, c'est compliqué. Alors, vraiment tout à la même radar, mais on voit quand même qu'il y a des interprétations parfois un peu différentes. C'est compliqué, voilà. Moi je veux quand même leur donner le bénéfice du doute, et ils se retrouvent dans une situation qui est pas extraordinaire, qui est pas habituelle non plus. Voilà, ils ont joué, ils ont perdu, ce sont des choses qui arrivent, mais encore une fois, je persiste à dire vraiment qu'ils étaient dans une situation beaucoup moins préférentielle que celle de Mercedes avec Lewis Hamilton. Je suis désolé, mais voilà, il est en tête. C'est lui le premier en plus à arriver sur les portions humides. Vous l'avez vu, hein. Avant que la pluie vraiment tombe très fort, il fait 3-4 fautes devant Hamilton. Pourquoi? Parce que c'est le premier à arriver, et c'est lui qui se loupe. Et Hamilton a le temps, il y a 9 dixièmes, une seconde, mais il a le temps de voir au freinage que Norris c'est compliqué, il peut freiner 5-6 mètres plus tôt. Donc voilà, Hamilton pouvait beaucoup plus s'adapter par rapport à ce que faisait Norris. Il était dans la pire situation possible. Voilà, s'il s'arrêtait Norris, Hamilton restait en piste. Et si ça se trouve, il pleuvait pas autant. C'est compliqué, parce que même si vous avez un radar qui vous dit il va pleuvoir, ceci, cela, je vous rappelle qu'en Belgique, on a dit à la direction de course de F1, non mais rassurez-vous, 17h15, il arrête de pleuvoir, ça va être super. Et puis finalement, il a plu encore pendant 1 heure avant que ça se calme un tout petit peu, puis que ça retombe. La météo n'est pas une science exacte. Et voilà. À un moment donné, il y a une communication radio qui dit la pluie va s'intensifier, puis ça va aller mieux. Et il y a un tour où on voit Norris, on voit que ça pleut pas mal. Et le tour suivant, donc là on se dit, moi je me suis dit à ce moment-là, tiens, c'est le tour où ça s'intensifie. Et le tour suivant, il pleuvait beaucoup moins. Donc je me dis, voilà, l'averse est passée, ils vont se retrouver pas mal, les mecs en slick. Et puis finalement, non, l'averse est tombée après, mais on ne peut jamais prédire totalement la météo. Donc je trouve qu'il faut pas blâmer McLaren, Norris, il faut pas les blâmer dans des circonstances comme ça. On fait ce qu'on peut, très clairement. Voilà, on fait absolument ce qu'on peut. Et puis il y aura forcément des vainqueurs et des perdants dans ce cas-là. Mais en tout cas, Norris, c'est clair qu'aujourd'hui, il avait son premier Grand Prix, très clairement sa première victoire en Grand Prix, mais il aura d'autres occasions, on ne peut que lui souhaiter, bien sûr. Mais vraiment, voilà. Et Louis, effectivement, tu as tout à fait raison. Quand Hamilton s'arrête, il n'est pas très content à la radio parce qu'il dit, mais il pleut plus, c'est bon, laissez-nous rouler. Donc, c'est un coup de poker, et ça a marché pour Mercedes, ça a marché pour Hamilton et pour Verstappen aussi, mais ça n'a pas marché pour Lando Norris. Voilà. Faut pas, je pense que des fois, on est très critique pour pas grand-chose. Il y a des choses, des fois, qui ne peuvent simplement pas se commander. Très clairement. En l'arrêtant un tour plus tôt. Alors oui, en l'arrêtant un tour plus tôt, ils auraient sauvé la deuxième place, mais en même temps, c'est compliqué. Ça reste compliqué, je trouve vraiment. C'était difficile, et je continue de dire que voilà, il faut pas trop en faire sur eux. Derrière Norris, on avait Kimi Raikkonen. Incroyable, 8ème place de Kimi Raikkonen pour son retour. Très clairement avec Alfa Romeo. Bon, alors par contre, moi j'ai rien vu de sa course, donc je ne sais pas vous dire, voilà, bravo Kimi en tout cas. Et ça fait plaisir. Pour une fois, il y a un Grand Prix bordélique, il y a une fin de course incroyable, c'est la merde complet. Et Alfa Romeo finit dans les points, quoi. Alors oui, il n'y a qu'une voiture et c'est que la 8ème place, mais au moins il y a une Alfa qui a réussi à faire quelque chose, quoi. C'est pas possible. Moi j'en pouvais plus. Vraiment, moi j'en avais marre d'avoir à chaque fois qu'il pleuvait ou qu'il se passait des trucs, les Alpha finir 13 et 14, ça devenait insupportable. Mais ici, Kimi a fait le taf et il se retrouve 8ème. Donc bien joué Kimi Raikkonen. Non, il n'a plus le Covid, il se met mal, puisque sinon il n'aurait pas été autorisé à conduire, tout simplement. Il est obligé de montrer des tests négatifs, évidemment. Il y a un protocole, bien entendu. Il y a un protocole, faut pas s'inquiéter. Sergio Perez termine 9ème. Alors lui, Perez, c'était encore une fois, il fait tenir les gommes, il n'y a pas de souci, mais c'était pas un Grand Prix non plus très facile. Très 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 mauvais arrêt au stand pour lui quand il passe par la pit lane au 37ème tour, mais ça lui a quand même permis de se retrouver devant Verstappen. Donc finalement, la stratégie était pas mal. La Ferrari était pas mal du tout pour Perez. Donc voilà. Juste, je précise. Humour.
Écoutez, quand vous mettez juste des messages avec juste des points, enfin juste un message sans aucune trace d'humour, ne venez pas me dire après qu'il y a de l'humour, c'est très compliqué à lire sur un chat, les amis, ne l'oublions pas, s'il vous plaît. Quand même, c'est un petit peu, c'est plus facile en vrai, hein, plus facile en vocal. Alors oui, Perez aura fini troisième sur la pluie, bien sûr. Bon là, il a un petit peu perdu les pédales lui aussi. Quand la pluie est arrivée, bah voilà, il pouvait pas non plus s'arrêter parce qu'il était en bataille avec tout le monde, et donc il a insisté un peu comme Alonso, mais voilà. Bon, il finit neuf, c'est dommage. Y avait quand même, encore une fois, le problème de Perez, c'est vraiment le samedi maintenant, c'est-à-dire qu'en course, il a quand même remontré des bonnes aptitudes, il est bien remonté, il a bien géré ses gommes. Maintenant, voilà, je pense que le vrai souci principal reste quand même, et je vais y venir, Xoan, c'est ce que tu dis dans le chat, mais le souci reste qu'il n'a pas encore la confiance dans la voiture. C'est-à-dire que en qualif, vous êtes obligé de produire. Oui, je l'ai évoqué qu'il a fait un très mauvais arrêt, Perez. Mais vous êtes obligé de produire un effort vraiment à 100% à la pointe de la pointe, en maximisant le tout et donc en gérant votre voiture très bien. Alors qu'en course, vous pouvez vous permettre, surtout quand vous avez une Mercedes ou une Red Bull, de ne pas être complètement à fond, de ne pas être complètement en symbiose, et vous allez quand même produire un rythme qui n'est pas mauvais. Donc c'est pour moi pas si étonnant que Perez s'en sorte mieux en course qu'en qualif. Maintenant, il va quand même falloir que ça aille mieux le samedi pour lui. Et justement, je vous dis, il faut avoir de la confiance. Bah, quand la pluie arrive, Perez, lui, il est justement pas confiance avec la voiture. Bah, c'est pour ça, pour moi, qu'il est un peu plus, il est un peu plus en difficulté parce que il était moins à l'aise avec sa voiture qu'Alonso, par exemple, avec Alpine, qui a dépassé Perez, qui, bataillait pour la troisième place. Donc, je pense que ça vient de tout cela. C'est dommage pour Perez. Bon, il y a quand même 2 points du coup pour Red Bull, mais c'est vraiment dommage pour Sergio Perez qui avait un beau résultat à la clé, mais malheureusement, ça fait la 9e place au final. 10e, George Russell. Alors moi, voilà, dans tout le bazar des derniers tours, évidemment, c'était compliqué de lire ce qui se passait dans ces places-là, mais donc George Russell marque un nouveau point pour Williams. Ça fait super plaisir encore de voir que le duo George Russell et Williams marque des points. Il se retrouve devant Lance Stroll. Mais voilà, Russell, il a fait encore ce qu'il fallait. 3e place hier en qualif, merveilleux évidemment, ce qu'a fait George Russell, et puis il tient tout le début de course en 3e position jusqu'à son arrêt. Après, évidemment, il était certain que ça n'allait être qu'une lente dégringolade pour George Russell, mais vraiment, c'était chouette de le voir devant. Et puis, ça prouve quand même que cette Williams est rapide en vitesse de pointe. Elle est on va dire, légère aérodynamiquement, et ça lui a permis vraiment de tenir longtemps et de faire ce bouchon, certes, mais bon, personne n'a vraiment pu tenter de le dépasser. C'est pas comme s'il était très lent non plus, donc bien joué. George Russell, c'est sûr qu'avec le bazar qu'il y a eu derrière, il aurait peut-être pu remonter. Après, voilà, il a fait vraiment ce qu'il a pu, je pense, Russell. Et il fait partie des premiers qui s'arrêtent aussi. Hein. Après, il gère peut-être pas très bien ses pneus intermédiaires à ce moment-là, on sait pas trop. Mais bon, au moins, il sauve un point, et c'est bien, au moins pour Williams, de marquer encore un point. Pardonnez-moi, Lance Stroll et Sébastien Vettel terminent 11 et 12. Vettel à un tour. Stroll à 1 minute 46 du vainqueur. Donc juste devant l'arrivée triomphale de Lewis Hamilton. Encore une fois, Aston Martin, les voitures étaient pas super rapides ce week-end. Stroll nous fait un départ, mais alors, c'est une merveille. Qui aurait pu tourner à l'immense accident, et on vous aurait parlé avec un ton bien différent ici, mais voilà, il est agressif, il est incisif, il a dépassé tout le monde, il s'est retrouvé bien placé. Après, encore une fois, ça a été la dégringolade parce que Aston Martin n'a vraiment pas le rythme, je pense. Mais moi, le vrai problème, c'est toute la fin de course, en fait. Stroll fait P6, et oui, s'il accroche pas Vettel. C'est ça, en fait. Moi, le problème, c'est que toute la fin de course où il fout Vettel dans le mur, il envoie Gasly en tête à queue, enfin, il a complètement perdu les pédales, Lance Stroll, et c'est un peu dommage, parce que c'est un peu lui, d'habitude, qui sauve la baraque quand les courses sont un peu chaotiques, et là, il a complètement sombré, le pilote canadien, donc compliqué, et finalement, ça fait que les deux Aston finissent pas dans les points. Vettel, voilà, qu'est-ce que vous voulez, Vettel, il faisait sa course en milieu de peloton, et puis il se fait rentrer dedans par son équipier, donc voilà, Stroll est convoqué, mais de toute façon, même s'il est convoqué, il va se prendre 25 secondes, mais il faudrait voir l'écart qu'il y avait avec Vettel, vu que Vettel est marqué comme étant un tour. Je sais pas trop quel était l'écart entre les deux, mais de toute façon, ils n'ont pas marqué de points, donc ça va pas changer grand-chose. Loin de là, Pierre Gasly 13e, il se fait taper aussi malheureusement par Stroll, et puis de toute façon, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué pour AlphaTauri ce week-end, très 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 en colère hier. Pierre Gasly, c'était quand même assez incroyable de voir ça. Et puis voilà, il y avait juste, je sais pas, c'était pas aussi bien que d'habitude malheureusement. Il a fait ce qu'il a pu aujourd'hui, mais bon, c'est un week-end à oublier. Il y en a quelques-uns, ça arrive. Hein, encore une fois, sur 23 week-ends dans l'année, il peut y en avoir un ou deux qui sont pas top. Et on lui pardonne largement vu la saison stratosphérique qu'il nous fait, Pierre Gasly. Vous verrez quand je vous en parlerai que son équipier, on lui pardonne un peu moins. Esteban Ocon, 14e, là aussi, invisible un peu pendant cette course. Là aussi, malheureusement, ce sont des week-ends qui arrivent. Pour Esteban Ocon, je pense que tout ça, ça reste des alertes qui sont pas très
pas très grave, bien sûr, tant elle ne se répète pas. Charles Leclerc 15e. Alors là, Charles Leclerc, c'est dommage parce qu'il fait une belle course, il remonte très bien, il fait un superbe départ, encore une fois, je crois qu'il pointe 12e à la fin du premier tour. Donc vraiment superbe ce qu'il fait Charles Leclerc. Et puis en fin de course, en fait, il se fait avoir à la stratégie. C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas, là je vois sur F1 TV, voilà, on voit la caméra embarquée de Charles Leclerc, et on est à 3 tours de l'arrivée. Leclerc, il est dans une espèce de rivière. C'est-à-dire que là, il est en pneu slick, il glisse de partout, il y a de l'eau partout, c'est un enfer. Et il demande à son équipe de s'arrêter. Et Joe Clear fait non, mais c'est bon, voilà, c'est bon, t'arrêtes pas, c'est mieux, tout va bien. Et du coup, il se retrouve à 800 km à la fin parce que c'est une catastrophe. C'est absolument incroyable. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas confiance à l'instinct du pilote. Parce que le truc, c'est que Leclerc, même s'il s'arrête de son propre chef, si Ferrari sort pas, c'est pas grave. Hein. Et du coup, il y a quand même personne. Donc voilà. Alors, bon, Ferrari, niveau stratégique, c'est encore compliqué. Heureusement pour eux, ils jouent pas encore complètement les victoires, mais il va falloir réorganiser ça de manière claire, bien évidemment. Xoran qui me demande, tiens, Julien Febro à chaque fois dit que c'est interdit de sortir des stands pour faire semblant de faire un arrêt au stand. On n'a jamais vu une enquête là-dessus. Oui, parce que Ricciardo s'est fait bluffer en début de course par Mercedes. En fait, le truc, c'est très compliqué. Et Wolff, il dit, bah non, mais nous, on avait prévu de s'arrêter. C'est juste Lewis qui a continué. Enfin, on réagit. En fait, la version officielle, et je peux comprendre parce qu'ils ont Pro et Box, c'est ah, mais que voulez-vous? Nous, on indique à notre pilote, box, en général, la phrase c'est box opposite to. Là, en ce cas-là, Ricciardo, c'est tu fais l'inverse de ce que fait Ricciardo. Si Ricciardo s'arrête pas, ça veut dire qu'Hamilton rentre au stand. Mais si Hamilton rentre et que Mercedes n'est pas prêt, il y a les premiers stands, ils n'ont pas trop le temps de sortir, c'est compliqué. Donc, oui, je suis pas d'accord avec le fait, voilà, pour moi, il faut pas le faire et c'est pas une bonne chose. Et c'est interdit selon la FIA, mais d'un autre côté, la défense est tout à fait recevable. Et donc, du coup, tu peux pas vraiment attaquer Mercedes. Si c'est Alfa Romeo qui fait ça, là, tu peux leur dire plus facilement non, mais les gars, en plus, la pit lane est à 60 km/h, vous foutez pas de notre gueule. Votre pilote, il rentre au stand, vous le voyez, vous, sur le tracker, vous le voyez sur les caméras. Vous avez largement le temps de vous préparer. Mercedes n'a pas forcément ce temps-là. Donc, je comprends tout à fait cette idée-là. Après, honnêtement, voilà, moi, j'ai un peu râlé sur Twitter parce que c'est précisément interdit. La FIA dit c'est interdit de faire ce genre de choses. Mais moi, je dirais, bah, ouais, open bar, c'est pas grave, ça marchait très bien à l'époque, on faisait des bluffs pendant 15 tours et tout. Pour moi, il n'y avait aucun problème avec ça. Et c'est pas grave. Mais la défense, malheureusement, de Mercedes est inattaquable sur ce point-là, je pense. Donc on ne saura jamais réellement la vérité. Giovinazzi 16ème, bah écoutez, voilà, bon, bah, il a encore fait un week-end catastrophique, Antonio Giovinazzi. Voilà, là c'est les places habituelles d'Alfa Romeo quand il se passe des courses bordéliques, il finit 16ème, c'est une catastrophe. Mais bon, voilà, hier il part à la faute, vendredi il casse du carbone, enfin bref, voilà, Giovinazzi n'avait pas de radio. Oui, donc c'est pas pratique pour la fin de course, ça je peux le confirmer, mais enfin bon, ça n'enlève pas grand-chose à mon analyse, Manu, pour être tout à fait honnête. Même, ouais, il était juste derrière Kimi, ça, oui, d'accord, mais il fait pas non plus, voilà, il continue de faire des bourdes, quoi. C'est un peu gênant. Dans la position qu'est la sienne, je trouve que c'est un peu gênant quand même de continuer à faire des bourdes pareilles. Voilà, c'est pas ouf, donc bon. Là, je pense malheureusement que la messe va commencer à être dite pour Antonio. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que ça va être compliqué pour lui de garder son baquet. Il y en a un qui va le garder, son baquet. Pas sûr qu'il le mérite, mais bon, c'est Yuki Tsunoda, 17ème. Voilà, Yuki Tsunoda qui est à la ramasse totale. Voilà. Bon, alors oui, il se qualifie juste derrière Gasly, d'accord, mais enfin bon. D'accord, ça peut arriver, mais je trouve que Tsunoda, là, c'est très compliqué. C'est juste très compliqué. Il est plus dedans. Il le dit lui-même. En fait, c'est ça moi qui m'inquiète le plus, c'est qu'il le dit très clairement. Il est plus en confiance. Il a très peur maintenant à chaque fois parce qu'il se crache tout le temps. Et ces pilotes-là, bah, en gros, il faut maintenant un bon résultat. Il faut que ça arrive en fait par accident, quoi, si vous voulez. C'est qu'il fasse une course, il comprend pas ce qu'il fait, et puis pouf, il finit 8, quoi. Et il se dit ah mon dieu, good job, bravo Yuki, extraordinaire. Mais là, voilà, voilà, hier en plus, il a la bonne stratégie et surtout quand même derrière Gasly, alors que Gasly s'est fait avoir. Donc c'était compliqué, vraiment très compliqué pour Yuki Tsunoda. Après, c'est l'apprentissage d'un pilote en catégorie RN qui fait rapidement le saut F3, F2, F1. Bonne raison peut-être de ne pas trop souhaiter évidemment avoir Théo Pourchaire l'an prochain en Formule 1, les amis. Mais voilà, c'est très compliqué évidemment pour Yuki. Mais bon,
Que voulez-vous? Nikita Mazepin, 18ème. Oui, bon voilà, écoutez, il a pas pesé non plus sur la course. Il était devant Schumacher quand même, hein, donc il s'est retrouvé bien. J'ai envie de dire, heureusement, vu la qualif désastreuse qui nous a servi hier, parce que je crois qu'il passe la ligne après Schumacher. Vous savez, il fallait passer la ligne le plus tard possible pour améliorer les chronos. Je crois qu'il passe la ligne après Schumacher hier en qualif, et il y a 3 secondes. C'était un enfer. Le mec s'est retrouvé en dehors des 107% quand même, hein. Donc, non, c'était une catastrophe absolue. Aujourd'hui, bon voilà, il finit son Grand Prix national, au moins, c'est déjà une bonne chose. Ça n'a pas été le cas de son équipier Schumacher qui a été obligé d'abandonner. Pareil pour Nicolas Latifi. Latifi, bah voilà, qui a retrouvé un petit peu ses habitudes, on va le dire, hein, très clairement. Il a retrouvé ses petites habitudes, Nicolas Latifi, de pas faire des grandes perfs, mais ça n'en rien au fait qu'il était très bon sur les derniers Grands Prix, et je pense qu'il a quand même de belles choses à montrer désormais, Nicolas Latifi. Mais voilà, pour le Grand Prix de Russie, d'un peu tout le monde au championnat, et ben, ça se resserre, mais c'est Lewis Hamilton désormais qui est en tête du championnat du monde, 246 points et demi. 2 points d'avance maintenant, 2 points d'avance sur Max Verstappen. Il reste 7 courses et il y a 2 points d'écart. C'est 7 courses aussi, attendez que je dise pas de bêtises. Il reste 7 courses, hein, c'est bien ça. Et il y a que 2 points d'écart. La fin de saison va être extraordinaire, bien sûr. Valtteri Bottas est toujours 3ème maintenant du championnat avec 151 points. Lando Norris 4ème avec 139. Sergio Perez 120 points devant Carlos Sainz et Charles Leclerc. Hein. C'est chaud, hein, chez Ferrari quand même, 6 et 7 avec maintenant 8 points et demi d'écart. Donc c'est bien, ils sont... Il y a une bonne cohésion et voilà, il y a un bon résultat d'ensemble pour Ferrari. Ricardo est 8ème devant Pierre Gasly et Fernando Alonso. Esteban Ocon 11ème, Vettel 12, Stroll 13ème, Tsunoda 14ème, qui voit revenir George Russell. Il n'y a plus que 2 points d'écart entre les deux, alors que l'un pilote une AlphaTauri, l'autre une Mercedes. 16ème place pour Latifi, 17ème Raikkonen, 18ème Giovinazzi, 19ème place pour Mick Schumacher, devant Kubica et Mazepin, toujours dernier pour l'instant. Oui, Bryce Tiger, cette course a quelques-unes en sursis, bien sûr, mais pour l'instant, on va dire cette course. On va rester sur le calendrier qu'on a pour l'instant. Au championnat constructeur, Mercedes est en tête avec 397 points et demi. Là, il commence à avoir un petit peu d'avance. 33 points d'avance sur Red Bull maintenant. McLaren est 3ème avec 234 points, Ferrari 4ème avec 216,5. Alpine 5ème, AlphaTauri 6ème, Aston Martin 7ème. Ça commence à se décider de plus en plus pour ces 3 places-là, hein, je ne vais pas vous le cacher. Williams est 8ème avec 23 points, 9ème place pour Alfa Romeo. 10ème place évidemment pour As, qui n'a toujours pas scoré cette saison. Le prochain Grand Prix, ce sera en Turquie le 10 octobre prochain. Et à mon avis, on a de quoi bien s'amuser. Donc là, petite pause pour la Formule 1 d'une semaine. Hein, voilà, on retrouve les Grands Prix qui se suivent en 2 semaines avant, ensuite, un triplé de course. Non, que dis-je? Que dis-je? Attendez, oui, un triplé, hein, c'est bien ça. Il y aura une course aux États-Unis, puis le triplé Mexique-Brésil, to be confirmed. Mais voilà, pour l'instant, on va souffler un petit peu, mais cette fin de saison promet d'être chaude. Chaude, on se retrouve. Bah tiens, en parlant de fin de saison qui promet d'être chaude, on se retrouve tout à l'heure, 21h30 sur ce lien Twitch. N'hésitez pas à venir, on va regarder ensemble la finale de l'IndyCar. Écoutez, une McLaren a été devant toute la journée aujourd'hui. Une McLaren peut être championne avec Pato Howard, qui est 2ème du championnat actuellement derrière Alex Palou. Et Joseph Newgarden 3ème, ce sont les 3 prétendants au titre. Joseph Newgarden va partir depuis la pole position. Alors Newgarden, il doit gagner hein, quand même s'il veut garder une chance de titre, mais c'est pas impossible. On sera dans les rues de Long Beach et vraiment, ça va être encore une fois merveilleux. Le Monaco de l'IndyCar, 28 voitures au départ. Ça peut avoir un potentiel d'énorme bordel et à mon avis, on n'est pas au bout de surprise dans ce championnat IndyCar 2021 qui était ma foi fort sympathique. Venez suivre avec moi la dernière manche de ce très très joli championnat. Simon Pagenaud et Romain Grosjean partent d'ailleurs dans le top 6, hein, donc on a aussi des belles chances. Niveau français, on aura aussi évidemment la lutte pour le titre de rookie de l'année entre Grosjean et Scott McLaughlin. Merci beaucoup, on se retrouve mardi à 20h30 pour Grand Prix, votre émission qui reviendra sur ce Grand Prix de Russie en long, large et en travers avec les amis de Next Gen Auto. Jeudi 20h30, c'est le Racing Café, on parlera d'IndyCar, on parlera de F1, on parlera de plein de belles choses. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ce débrief vous a plu comme d'habitude et à la prochaine, ciao.